quels sont les défis qui attendent l'actuel gouvernement provincial dirigé par Younes Maweja? Pour répondre à cette question, nous avons réussi à mettre la main sur un notable du Grand Kasaï, en la personne de Placide Mukendi. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes avocat et aussi ancien ministre des Finances du gouvernement de Ngoï Kassange, l'ancien gouvernement provincial. Tout à fait. Et aussi avocat conseil de l'entreprise de la société Sogewis SARL où Alphonse Ngoï Kassange est parmi les actionnaires. Je pense que je vous ai bien présenté. Merci, monsieur. Ça va. OK. Selon vous, quels sont les défis qui attendent les gens qui vous ont succédé, l'actuel gouvernement Younes Maweja? Merci bien, monsieur le journaliste, de votre question. Je tiens à saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est une question, une très bonne question, mais toute la réponse ne peut pas être donnée dans un timing comme celui-ci. Mais les défis, s'il faut me résumer aujourd'hui, il y a le plus grand défi, c'est la réhabilitation des infrastructures. Voilà, infrastructures, je mets un accent particulier sur les voies de communication, notamment la voirie urbaine et les routes de dessert agricole. Ça, c'est très important. Il faut encore diversifier l'économie de la province. Hein. Il ne faut toujours pas mettre tout l'espoir sur le diamant. Hein, sur le diamant. La diversification, je vois également une mainmise importante de grandes stratégies et des moyens sur l'agriculture aujourd'hui. Sur l'agriculture. Vous savez, en son temps, la province du Kasaï oriental était l'une des provinces agricoles du pays. L'évolution a fait que l'économie soit dominée par les mines aujourd'hui. Et comme nous savons que les mines ne sont pas éternelles, ce sont des ressources épuisables. D'ailleurs, la réalité démontre que le diamant est en train de s'épuiser et il faut directement que nous puissions penser à l'après-diamant. C'est-à-dire qu'il faut diversifier l'économie avec un accent particulier sur l'agriculture. Bien sûr aussi dans la gestion de la chose publique, il faut la bonne gouvernance. Voilà au moins en résumé ce que je peux dire sur les grands défis qui peuvent attendre le gouvernement provincial actuel du Kasaï oriental. Oui, maître Placide Mukendi, vous étiez ministre des Finances du gouvernement de Kassange. Tout à fait. Dans quel état vous avez laissé les finances dans cette province? Grâce aux finances, la province chère à l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Grâce aux finances, nous savez, en finances publiques, hein, on les utilise pour le développement. Les finances en termes de liquide doivent être utilisées pour le développement de la province, vous savez. Aujourd'hui, nous avons hérité la question pour y répondre. Il faut savoir faire l'état des lieux de là où nous avons trouvé la province et par où nous l'avons laissée, n'est-ce pas? Nous avons trouvé une province qui n'avait pratiquement plus d'infrastructures. Nous avons fait un effort pour faire plus ou moins 30 km de la voirie urbaine, sans compter les routes de dessert agricole. Voilà ce que nous avons fait avec les finances publiques. Et sur le plan sportif, vous le savez, nous avons l'un des meilleurs stades de la République. Et le stade, rien que ce stade nous a coûté plus de 11 millions. Mais vous allez vous poser la question pour une province qui recevait une rétrocession de plus ou moins 200 millions de francs congolais et qui avait un volume de recettes propres, qui s'étalait entre 150 et 200 000 $. Et quand, avec le génie créateur, on laisse des infrastructures comme ça, sans compter plusieurs ravins que nous avons emblayés. On a trouvé un ravin, Balawatitolo, pour ceux qui connaissent la province du Kasaï oriental, vieux de 35 ans. Le célèbre ravin Balawatitolo, qui a englouti des maisons, qui a causé mort d'hommes dans la population. Pendant 35 ans, nous l'avons travaillé. Aujourd'hui, les véhicules y passent facilement. Et ce stade qui est un bijou, voilà au moins ce qu'on a fait avec les recettes de la province. Quand les gens nous posent souvent la question, mais avec ce genre de recettes, comment vous parvenez à laisser un ouvrage comme le stade qui a coûté plus de 11 millions de dollars? Je leur ai toujours répondu que c'était une question de volonté politique. Voyez-vous? Parce que quand il y a de la volonté politique, on peut faire des miracles. On peut faire des miracles. Donc,
voilà, je ne veux pas parler en termes de finances, en termes d'argent liquide laissé en banque, à la remise et reprise, mais je parle de ce que nous avons fait avec l'argent de la province. Mais vos successeurs, l'actuel gouvernement, Maweja, nous apprenons dans les couloirs de ce gouvernement que vous avez laissé les caisses vides au niveau de la province. Écoutez, quand on dit qu'on a laissé les caisses vides, c'est pas honnête, n'est-ce pas? Nous avons dit que notre gouvernement avait mis l'accent particulier sur la réhabilitation des infrastructures. L'actuel gouvernement a trouvé plus de 300 fuites de bitume pour le travail. C'est bien de dire qu'on n'a rien laissé dans les caisses, n'est-ce pas? Vous avez laissé. Mais il faut dire qu'on a laissé l'argent, parce que le procès verbal de remise et reprise, si ce n'est pas un secret, le signal, ce que vous avez laissé, le signal. Je crois que dans le rapport, vous êtes journaliste, hein? Lorsque nous sommes arrivés à la fin de notre mandat, on était en pleine réhabilitation de la voirie urbaine qui posait déjà problème. C'est pourquoi je vous dis que le gouvernement actuel a trouvé plus de 300 fûts de bitume qui existent encore aujourd'hui et qu'on ne veut pas utiliser pour des raisons que moi je ne connais pas. Voyez-vous. Donc le problème ne doit pas se poser en termes d'argent. L'argent de l'État, quand l'État vous le donne, c'est pour travailler avec. Ce n'est pas pour le garder dans un compte quelque part, n'est-ce pas? Donc voilà au moins ce que je peux dire à cette question-là. Ok, mais on vous accuse parce que tout le monde, le monde entier sait que Mbuji-Mayi, c'est la capitale diamantifère. Donc le Kassai oriental, tout l'espace Kassai devait sa survie à l'Amiba, la minière de Bakwanga qui exploite le diamant. On vous accuse d'avoir vraiment saigné à blanc, d'avoir mis complètement à genoux l'Amiba en créant avec votre ancien gouverneur, Goïka Sanji, l'entreprise Sogewis. Et là, c'était... Donc, vous avez cloué complètement l'Amiba au nom de l'enrichissement personnel, au détriment de la province qui est presque à l'abandon actuellement. C'est comme je venais de le dire, hein, c'est pas honnête. C'est pas honnête d'affirmer des choses comme ça, parce que c'est grave quand même. Nous avons saigné à blanc. C'est ce que nous apprenons de vos détracteurs, vos adversaires politiques, bien sûr. Attention. Bon, effectivement, vous dites que ce sont des adversaires politiques qui ne peuvent pas parler du bien de nous. En tant qu'au Congo, quand on est adversaire politique, je voulais dire, on se considère comme ennemi et on est prêt à se donner la mort pour ça, alors que nous sommes des frères. Tous nous sommes des Congolais. On n'a pas saigné en blanc. Vous savez, l'Amiba a connu, vous êtes Congolais, vous êtes journaliste professionnel, l'Amiba a connu tout ce que nous avons connu ici, c'est-à-dire ce que l'on a appelé, c'est que le gouvernement d'abord de la République, qui est propriétaire à 80% de l'Amiba, ce que le gouvernement a appelé faute de guerre, sous musée. Vous savez comment ça s'est comporté. Moi, je peux vous dire, comme chercheur, j'ai vu le diamant de l'Amiba venir et être vendu. Et l'Amiba envoyait un état de besoin, contrairement à ce que l'Amiba faisait. Et ça, on a appelé l'effort de guerre. Vous vendez le diamant, l'argent n'est pas votre propriété, on vous demande un état de besoin par rapport aux besoins, et c'est comme ça que l'Amiba a fonctionné. L'Amiba dépose un état de besoin, on lui envoie l'argent. Et ça fonctionne comme ça, on a dit effort de guerre. Voilà d'abord le gouvernement de la République qui est propriétaire à 80%, est responsable de la situation actuelle de l'Amiba, en grande partie, parce que le gouvernement lui-même a appelé effort de guerre. Ça, c'est un des deux. Vous savez, la gestion de l'Amiba, dans la gestion de l'Amiba, il y a à boire à manger. Il y a à boire à manger. Je n'incrimine personne. Mais chaque jour, vous apprenez qu'à l'Amiba, on a attrapé tel nombre de travailleurs en train de voler du diamant, patati patata. Il y a tous ces gens de pratiques qui sont à la base de la situation actuelle de l'Amiba. Au contraire, nous sommes venus à la rescousse de l'Amiba. Nous, quand je dis nous, c'est Société Sogewis. Vous n'êtes pas venu achever l'Amiba en criant. Actuellement, Société Sogewis, la Société Sogewis est le seul partenaire de l'Amiba. Et qui donne l'argent cash ou qui a eu à donner l'argent en termes de millions de dollars, hein, pas en termes de millions de francs, à l'Amiba. Et cet argent a aidé l'Amiba à juguler des grèves sèches. En dehors de ça, la société a remis à l'Amiba
une pelle qui aujourd'hui, au moment où l'Amiba était à la production Cara 0, vous comprenez? Donc 0 Cara. Un arrêt total. Et on a donné une pelle qui a permis à l'Amiba de reprendre tant soit peu une production qui a sauvé. Donc, ça c'est pour vous dire que c'est le seul partenaire qui aujourd'hui est venu au secours de l'Amiba à tant soit peu soulager la misère de l'Amiba. Je ne dis pas qu'elle a soulagé toutes les difficultés de l'Amiba, mais a apporté un grand secours à l'Amiba pendant qu'elle est en grande difficulté. Comment cela est arrivé? Sojowiz, en 2015, nous sommes allés, quand je dis nous, il faut toujours voir Sojowiz et Sarel, hein, nous sommes allés vers l'Amiba pour signer un contrat d'amodiation, ce que le code minier prévoit. Nous avons signé un contrat d'amodiation en bonne et due forme. Et quelques mois après, nous avons signé un avenant à ce contrat. C'est-à-dire le contrat d'amodiation. Il faut... J'explique. Le contrat d'amodiation, c'est quoi? Qui ont besoin de comprendre effectivement. L'Amiba, en tant que concessionnaire, c'est-à-dire titulaire des titres miniers sur une concession, moi, j'amène les capitaux frais. Je vais exploiter sur sa concession. Mais comme je ne suis pas détenteur des titres miniers sur cette concession, parce que les droits que l'Amiba a sur ces concessions, on appelle ça, le code minier appelle ça des droits exclusifs. Alors, vous voulez louer cette concession-là, vous signez, le code minier prévoit que la nature de l'un des contrats que vous pouvez signer avec un concessionnaire ou un titulaire, un détenteur des droits miniers, parmi ces contrats, il y a le contrat d'amodiation. Et nous avons signé ce contrat, et la loi prévoit que pour que ce contrat soit valable, vous devez le faire enregistrer au cadastre minier, et c'est ce que nous avons fait à nos frais au cadastre minier. Et quand nous sommes allés au niveau du cadastre pour faire enregistrer le contrat, nous avons trouvé que l'Amiba avait des arriérés, des droits superficiels de plusieurs années qu'ils n'avaient pas payés, et la condition pour que le cadastre minier enregistre ce contrat, on a demandé à Sojowiz de payer à la place de l'Amiba. Et nous avons payé tous les arriérés de l'Amiba. Vous savez que la loi prévoit que quand vous avez des arriérés de plusieurs années, on recule dans les temps pendant 5 ans. Et nous avons payé pour que ce contrat soit enregistré en bonne et due forme au cadastre minier. C'est ce que nous avons fait avec l'Amiba. Vous comprenez? Et nous avons commencé à travailler. Mais pendant que nous travaillons, nous avons signé. D'abord, quand nous avons signé ce contrat, il a été assorti, comme dans le monde du grand business, le contrat est assorti de ce que l'on appelle un accord de confidentialité. C'est-à-dire, lorsque nous signons un contrat, nous nous engageons que lorsqu'il y a des problèmes entre nous, nous ne pouvons pas les étaler sur la place publique. Nous devons les régler entre nous. À l'amiable. Entre nous, d'abord entre nous. Entre nous, ça peut être à l'amiable, ça peut être devant les cours des tribunaux. Mais nous ne pouvons pas aller devant la place publique, commencer à parler des rapports qui nous unissent. Voilà, et pour cet accord de confidentialité, l'Amiba nous a exigé de payer les frais administratifs de 25 000 $. Nous avons payé en dehors des frais de standing fees, qui étaient de 300 000 $, de 600 000 $ que nous avons payés. Donc vous comprenez que nous avons signé un contrat en bonne et due forme. Contrairement à ceux qui disent que nous avons signé à blanc l'Amiba. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas bien. Bon, l'Amiba, voilà maintenant. S'il vous plaît, l'Amiba accuse Sojowiz. L'Amiba dit que vous avez, que Sojowiz lui doit environ 5 millions de $. Voilà ce qui est arrivé. En préliminaire, je voulais vous dire que dans le monde du business, toute société est par essence débitrice. La société naît avec l'argent d'autrui. En tant que sujet de droit, elle est débitrice. Elle doit aux autres. Vous comprenez? Il n'y a aucune société qui naît avec son propre argent, non. Quand on dit l'apport ou la composition du capital social, le capital social est composé avec l'argent d'autrui. Et même au cours du fonctionnement, une entreprise peut avoir des dettes, ce n'est pas pour autant, ce n'est pas la fin du monde, pourvu que l'entreprise paye. Parce que l'entreprise fonctionne, comme je vous l'ai dit, toujours avec l'argent d'autrui. Nous avons signé un contrat dans des conditions très difficiles pour Sojowiz. C'est-à-dire, l'Amiba, je n'aime pas citer les individus, avec le PCA d'antan, pas l'actuel, nous a imposé
contrairement, parce que lorsque nous avons, avant de signer le contrat, nous nous sommes convenus d'effectuer une descente sur le site à Modié pour l'évaluer avec des géologues, prélever les informations géologiques, c'est-à-dire par mètre cube, ça peut produire combien de carats de diamant, tout et tout. Les ingénieurs qui sont allés, les techniciens qui sont allés sur le site ont ramené un rapport. Et ce rapport prévoyait que pour les loyers, voilà, on devait payer autant. Je vais citer, les rapports voulaient qu'on paye 15 000 $. Mais les PCA à l'époque nous ont imposé littéralement et d'une manière purement totalitaire de payer 30 000 $ par drague. Je signale que notre société évolue dans la petite mine, hein, c'est-à-dire fait sa production avec les dragues. Et quand vous prenez 30 000 fois 5 brièvement, machines, ça fait 30 $. Donc, cette façon de nous imposer, l'AMIBA, on a signé le contrat, l'AMIBA ne nous a même pas donné des informations géologiques pour lesquelles on a payé de l'argent. Et nous sommes allés sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que les sites avaient déjà été écrémés par les exploitants clandestins qui y sont encore aujourd'hui. Beaucoup, par milliers, ils sont sur ces sites-là. Les sites n'avaient pas suffisamment de ressources pour nous permettre de payer à la fin de chaque mois ce que l'AMIBA avait réclamé. C'est ça qui est à la base de ce que l'AMIBA appelait comme dette. Et le contrat prévoit que nous devons, nous si on estime qu'on ne peut pas payer ce que l'AMIBA réclamait, nous devons nous mettre autour d'une table, expliquer à l'AMIBA qu'il est impossible de vous payer tel montant. Voilà par rapport à la capacité de production de nos machines, ce que nous pouvons vous payer. Voyez-vous? Et nous sommes convenus avec l'AMIBA de 4 millions quelque chose, l'AMIBA a réduit la dette à 2 millions et nous avons commencé à payer. Et pendant que nous payons, il y a le gouvernement provincial qui intervient, au nom de ce que vous avez appelé une inimitié politique ou adversité politique, intervient pour suspendre les travaux de ce JOIS. Mais nous demandons à l'AMIBA, nous appelons l'AMIBA en garantie pour lui dire voilà ce que le gouvernement vient faire. Il faut expliquer au gouvernement que nous sommes en relation d'affaires et connue, et tel que prévu par le code, de manière à nous laisser travailler. C'est ça la difficulté qu'il y avait sur les 2 millions, on a payé une partie. Ok, si on peut revenir, on peut revenir au défi, de la province actuellement. Donc, en résumé, avant de revenir au défi. Plus d'une personne au niveau du Kassai oriental dit que vous avez fait reculer la province. Donc, ceux qui sont actuellement aux affaires n'ont presque rien trouvé. Ils ont du pain sur la planche. Ils doivent refaire tout à zéro. Donc, à vous entendre parler, c'est comme si le bilan de votre gouvernement, c'était juste ce que vous avez pu réaliser, c'est uniquement le stade. Et le reste... Ce n'est pas ça. Je vous ai dit, avant d'arriver à ça, par conclusion, je vous dis que ce JOIS, avec ses explications, est venu au secours de l'AMIBA et non l'a achevé, comme vous voulez dire. Pour revenir à votre question, il y a, à notre époque, nous avons fait plusieurs années, sous notre mandat, où... ce qu'on appelle les mécas de maïs ne coûtaient pas plus d'1 $. Plusieurs années. Ça, c'est attesté par tous. Mais aujourd'hui, c'est 6 000, ça fait plus de 3 $. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas laissé que les stades, je vous ai parlé des routes, je vous ai parlé de plusieurs écoles construites dans chaque territoire de l'ancien Kassai oriental. Il y a au moins une école construite et au moins un centre de santé construit plutôt, et tous les hôpitaux généraux de référence ont été équipés, réhabilités pour ceux qui nécessitaient une réhabilitation. Donc voilà ce qu'on a fait comme travail. On n'a pas laissé que le stade. Voilà, je vous dis qu'on a trouvé voilà, je n'ai pas eu le temps de vous décrire exactement comment on a trouvé la province. Le temps nous fait défaut. Je pense qu'on aura l'occasion, si Dieu le permet, d'en parler, parler en profondeur. Merci, Maître Placide Mukendi, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes ancien ministre des Finances du gouvernement Kassanji et notable du Grand Kassai. Merci bien. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir renouvelé votre confiance. Je vous invite à rester toujours attachés au programme de votre chaîne Télé 50. Au revoir.